je vais vous montrer les courbes qui correspondent à ça, là. Si on prend une... ce que je vais appeler les courbes, je vais faire des diagrammes dans le plan R, T. Voilà, donc j'ai un T en fonction de R, c'est bien ça qu'on représente ici. Et je vais prendre comme variable R, par exemple, la variable finale, celle-ci. Donc je vais prendre cette formule-là où je vais remplacer R1 par R. Et je laisse un R0 comme ça, un paramètre, donc finalement je lâche une particule d'un point donné, où je le considère comme position initiale R0, et je regarde où se trouve, à quelle coordonnée R se trouve la particule au bout d'un temps coordonné T. Voilà. Donc c'est tout bête, hein, il suffit vraiment de mettre ça, juste les expressions qui sont ici dans un traceur de courbe, je vais vous montrer ça, et c'est plus simple de le faire en mettant R sur A, puisque là du coup il n'y a plus grand chose qui dépend de A. Et quand on fait ça, on tombe sur la courbe suivante. À quoi vous attendez comme genre de courbe? Non, alors, ne regardez pas la formule, c'est immonde, on est bien d'accord. Physiquement ici, genre si on a si j'ai une particule qui au début se trouve ici, et si je la lâche sans vitesse initiale, par exemple. Je lâche la particule à ce rayon-là, à t égale 0, donc elle est là, sans vitesse initiale. Qu'est-ce que ça veut dire sur la partie de la courbe qui est ici? Donc, ça veut dire que sans vitesse initiale, c'est-à-dire que dr sur dt est nul, donc ça veut dire que si c'est une tangente verticale, donc ça va partir un peu comme ça. Ensuite, voilà, on s'attend à ce que ça fasse quelque chose comme ça, voilà. Au cours du temps, ça va monter, puis éventuellement, on s'attend à ce que ça fasse quelque chose comme ça. De façon newtonienne, ça va faire ça. Ça, en fait, si on fait le calcul, on reprend le calcul qu'on a fait tout à l'heure, ça va être le terme qui est ici. Donc, c'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il faut se rapprocher parce que du coup, là, tout ce qu'on veut voir, il est un peu petit. Je vais faire un zoom, mais pour voir, vous voyez. Donc là, c'est bien l'axe X horizontal, l'axe T vertical. La particule a été lancée d'en bas, là, encore plus là, et ça fait effectivement quelque chose qui se rapproche de R égale 0, sauf que il se passe quelque chose ici. Oui, vous voyez que là, tout d'un coup, ça remonte comme ça, dans une sorte de pic, et en fait, là, c'est mon graffeur de courbe qui est limité, mais la courbe qui est ici, là, c'est vraiment une asymptote verticale. Ça va jusqu'à l'infini. Ça monte jusqu'à l'infini. Du coup, on va voir que cette courbe-là, du coup, ne veut pas dire grand-chose. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que ça met un temps infini ici, fameusement, il faut attendre t égale l'infini pour que R dépasse sa valeur 1, c'est-à-dire qu'on passe la commande de charge. Donc ça, c'est vraiment le point crucial dans cette métrique-là, c'est que ça ne fait pas ça du tout ici. Ici, si je mets 1, on met une asymptote verticale, et ça fait quelque chose comme ça. Voilà, ça c'était fonction de R. On va discuter de ça. Encore une fois, je ne représente pas la partie intérieure, parce que déjà, ça pose problème sur savoir ce qui se passe vraiment physiquement pour la particule au moment de traverser l'horizon. Ça, ce que ça semble nous dire, hein, si on interprète un peu naïvement t comme le temps, ça semble nous dire qu'il faut un temps infini pour que la particule atteigne R égale A. Donc elle ne va jamais l'atteindre finalement. La particule approche, et puis ici tout se passe comme si on a l'impression que la vitesse diminue, ça approche de plus en plus doucement, et finalement ça n'atteint jamais l'horizon. Ce qui est super bizarre, hein, puisque vous vous rappelez qu'on a calculé tout à l'heure le temps qu'il faut pour le bonhomme pour tomber au centre. Et on avait trouvé un temps fini en ce qui concerne le temps propre. Donc, on a ici une tension entre deux résultats. Le fait que ça semble dire qu'il faut un temps infini pour atteindre l'horizon, et le calcul de tout à l'heure qui me dit bah non, le temps est bien fini. La différence, elle est bien sûr due au fait qu'ici, c'est pas le temps, c'est la coordonnée temporelle, et tout à l'heure, c'était le temps propre. Mais on se retrouve quand même ici dans une situation qui est un peu bizarre. La coordonnée temporelle, donc, de moins l'infini à plus l'infini, ça décrit la courbe qui est ici, et la particule ne se trouve finalement jamais dans cette partie-là. Ça, on va le voir, ça c'est un problème qui est vraiment lié au système de coordonnées qu'on a adopté. On a ici des coordonnées qui ne sont pas du tout en fait adaptées pour décrire le passage de l'horizon, en fait, la traversée de l'horizon.
Et le problème qu'on a ici, ce n'est pas un problème de physique, ce n'est pas un problème de ce qui se passe, des grandeurs physiques, comment se comportent les grandeurs physiques quand on traverse la surface, mais c'est vraiment un problème lié à la façon dont on décrit. Juste pour vous donner le cadre de ce qui va suivre, ce qu'on va faire tout à l'heure, ou la prochaine fois, mais j'espère tout à l'heure, c'est qu'on va faire un changement de coordonnées, on va prendre autre chose que ce t ici, une autre coordonnée temporelle, une autre coordonnée radiale, et on va voir que dans ces nouvelles coordonnées, on aura quelque chose qui décrit très bien la traversée de l'horizon. D'accord ? Alors, je vais peut-être vous dire quand même là un mot sur ce que veut, une interprétation quand même physique de ce t-là, de la coordonnée temporelle t. Parce que je vous ai dit depuis le début du cours, attention, c'est un paramètre, c'est pas vraiment le temps, c'est juste une coordonnée de temps et il faut ensuite utiliser la métrique pour l'interpréter, mais en fait, on peut quand même en dire quelque chose. Et en particulier, si vous imaginez ici que vous avez... je reprends un pas en avant. Imaginez qu'on est à un endroit donné, ici, une horloge. Je pose une horloge ici qui va émettre des rayons lumineux, d'accord, à toutes les secondes. Toutes les secondes, en fait, c'est un phare, quoi, une balise qui émet toutes les secondes un rayon lumineux. On peut calculer de la même manière qu'on a calculé ici la trajectoire dans le plan RT d'une particule massive, on peut aussi calculer la trajectoire d'un photon. On va s'apercevoir que c'est quelque chose qui ressemble à ça, on va le calculer tout de suite. Et je vais le faire en fait, plutôt que de vous dire on va le faire, je vais le faire dans l'ordre. Dans l'idée ici de placer une horloge qui va envoyer des flashs à intervalles réguliers, on va maintenant calculer dans ce diagramme-là la forme des courbes T en fonction de R pour des photons. Et puis je discuterai de ça ensuite sur la signification du temps R qui est ici. Alors on va faire donc le même calcul que tout à l'heure, sauf qu'il est beaucoup plus simple en fait, parce que dans le cas des photons, comme tout à l'heure, on va partir de ça et ça qu'on va mettre ensemble, mais dans le cas des photons, on a plus ce terme-là, on a 0 à la place. C'est parti. Pour des photons, on a que R point carré plus A, et la trajectoire est radiale, je vous rappelle, donc H ici vaut 0, donc il n'est pas là non plus, est égal à K2 C2, et puis c'est tout, plus 0, donc voilà. R point ici, R point carré est donné par ça pour des photons, et puis T point, donc je vous le rappelle, est donné par K sur 1 moins A sur R. Voilà, je vais mettre ces deux trucs là ensemble, je vais calculer dr sur dt, mieux dt sur dr, parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin. dt sur dr est égal à t point sur r point, et donc c'est-à-dire k sur 1 moins A sur R, fois 1 sur R point, c'est-à-dire 1 sur K C. Les K se simplifient et il reste simplement que dt est égal à dr, ou CDT est égal à dr sur 1 moins A sur R. Et comme tout à l'heure, je vais tout multiplier par, ici j'amène A et D de R sur A, et je vais tout multiplier par R sur A, pour avoir ici R sur A moins 1. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut intégrer facilement du coup, parce que CT du coup est égal à A fois intégrale de X dx sur X moins 1. Et ça, c'est vraiment encore plus facile que tout à l'heure, puisque ça s'écrit A intégrale de X moins 1 plus 1. Et la première partie ici, X moins 1 sur X moins 1, ça fait 1. Donc on a intégrale de... Donc ça fait AX, hein, juste simplement. X c'est R sur A, hein, et puis plus 1 sur la primitive de 1 sur X moins 1, ça fait quoi? A log de valeur absolue de X moins 1. Et ça aussi, c'est à prendre entre deux bornes. Donc voilà, je vais prendre ce résultat-là. Je vais écrire ce que ça donne ici. Ça donne que CT est égal à A fois X. Et X c'est R sur A, donc c'est en fait R moins R0 plus A log de valeur absolue de R sur A moins 1 sur R0 sur A moins 1. Voilà. Alors il faut juste aussi, donc si on veut être complètement général, comme tout à l'heure ici,
quand j'ai pris la... Quand à partir de ça, j'ai calculé R point, donc le R point ici que j'ai dit c'était 1 sur KC, ça peut aussi bien être moins 1 sur KC suivant le sens ici. Hein. Donc ici je vais mettre plus ou moins. Le plus ou moins qui est ici veut dire que le plus c'est pour les particules qui vont vers l'extérieur, on envoie de la lumière vers l'extérieur, et le moins c'est les photons qui sont en train d'aller vers le trou noir. Donc on a des plus ou moins ici un petit peu partout devant CT. Voilà, et puis là aussi. Et ça, on peut aussi du coup tracer la forme de ça. À quoi on s'attend si en relativité restreinte, donc s'il n'y a pas de gravitation, c'est quoi les courbes dans le plan? On va mettre CT carrément et puis R. C'est quoi les courbes qui décrivent la propagation de la lumière là-dedans? Constante comme ça? Comme ça veut dire que le T ne... Ben, il n'y aura pas d'évolution dans le temps. Quoi. À un instant donné, j'aurai de la lumière, puis là, après, j'en aurai plus. Comme ça? Donc ça veut dire que la lumière elle est toujours au même endroit. Non, c'est comme... Ouais, c'est des droites, mais elles ont ceci de particulier qu'elles sont à 45 degrés. C'est ce qu'on appelle le cône de lumière. Hein. Voilà. Bon, c'est simplement, enfin, en physique newtonienne, on a R égale à CT, hein, tout simplement. Donc ça serait ça. Bon, bah, ici, ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire que quand on est loin du trou noir, c'est effectivement quelque chose qui a cette allure-là. Si on a une horloge qui est ici, ça fait ça. Et comme tout à l'heure, on a aussi une asymptote verticale ici, qui a donc la même forme du coup que celle de tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un rayon de lumière qui est émis par un point qu'on aurait mis ici. Bon, ça va nous servir tout à l'heure, parce que ça donne une clé sur la manière dont trouver de meilleures coordonnées que celle-ci pour décrire l'espace-temps de Schwarzschild. Pour l'instant, je dis que j'avais une horloge ici. Une horloge, ben, je veux dire qu'elle est immobile, hein, je la mets vraiment à un R donné, donc elle va être ce qu'on appelle sa ligne d'univers, l'ensemble des points qu'elle décrit, ben, c'est à R constant, donc elle va être là-dessus. Et cette horloge, toutes les secondes, émet un flash de lumière. Donc ça veut dire qu'à intervalles réguliers comme ça, elle va émettre de la lumière de cette manière-là. Okay. La courbe qui est ici, là, c'est la même que celle-là, mais décalée d'une seconde. Ça, puis ça. Voilà. Et il y a partout une seconde d'écart entre toutes les courbes ici. Elles sont juste décalées de ça. Le truc important ici, c'est que si l'horloge qui est ici, elle est suffisamment loin de l'origine, donc si elle est à un endroit où le champ de gravitation finalement est assez faible, pour ce corps-là, le temps coordonné t, c'est quasiment la même chose que le temps propre. On est loin de la gravitation n'a presque pas d'effet sur la manière dont le temps s'écoule, et donc ici, quand j'ai dit qu'on avait une seconde entre là et là, ben ça c'est vraiment finalement le temps que ressent l'horloge. Si on est suffisamment loin, l'horloge ici, elle émet des flashs qui sont espacés de delta t, qui est égal à delta tau, qui est égal à une seconde. Voilà. Ces deux quantités sont à peu près égales, je vais mettre à peu près égales, si effectivement on est loin du centre. La différence de coordonnées t ici, donc j'ai dit, était la même entre ces deux courbes tout le long là. Donc ici, si je me mets proche du rayon de Schwarzschild, si je fais une coupe comme ça, la différence entre ce point-là sur la première courbe et ce point-là sur la deuxième est aussi de delta t égale une seconde, puisque les deux courbes se déduisent l'une de l'autre de décalage d'une seconde. Donc là, on a aussi que delta t est égal à une seconde. Par contre, pour le temps propre qui est ressenti à cet endroit-là, il n'est pas du tout donné par ça, le temps propre. Le temps propre, on l'obtient avec la métrique ici. Donc je vais mettre en jaune ce qui constitue, enfin ce qui est relatif à l'observateur qui serait ici. Pour lui, là, il écrirait que C delta tau est donné par, s'il est à des coordonnées fixes, ça vaut 0 pour lui, ça vaut 0. Donc le ds2 qui est ici, c'est simplement C carré fois delta tau 2. Les C carré se simplifient, et il reste du coup simplement, delta tau est égal à 1 moins A sur R avec une racine carrée, fois delta t, et qui est plus petit que delta t. Donc là, il y a deux choses que je veux vous dire avec ça. Donc d'une part, le temps propre qui est ressenti ici n'est pas le même que delta t. Donc le gars qui est ici ne va pas avoir une seconde, son chrono à lui ne va pas indiquer une seconde
entre les événements ici qui sont reçus. Hein. Lui, il est près du trou noir, le trou noir est juste derrière moi, là, puis je suis au bord, j'essaie de, tant bien que mal, avec des grosses fusées, de me maintenir à distance constante. Il y a un flash qui est extrêmement loin, une étoile lointaine, par exemple, qui pulse toutes les secondes, et moi, je reçois de la lumière de ces étoiles. Par rapport à mon chrono local, qui indique la seconde avec des phénomènes physiques connus, voilà, une horloge atomique, par exemple, eh ben, je ne vais pas avoir du tout les flashs espacés d'une seconde. Par contre, mais en revanche, ça veut quand même dire quelque chose. Ce que je vois, en fait, c'est directement des espaces que les flashs que je reçois sont espacés de 1 seconde pour l'observateur qui est lointain. C'est-à-dire que l'écart entre les flashs que je vois, c'est vraiment ça, l'écart de delta t, la coordonnée temporelle en fait que moi j'utilise, le t, c'est vraiment ça, c'est le temps pour une horloge qui est lointaine. Voilà. Quand j'ai deux événements qui sont espacés d'un certain delta t, eh ben c'est le temps entre les événements qu'observerait quelqu'un qui se trouverait à l'infini. Donc la coordonnée temporelle, c'est le temps propre pour quelqu'un qui serait loin. Ce n'est pas le mien. En fait, je suis en train d'utiliser partout, dans tout l'espace, une coordonnée qui va bien pour quelqu'un qui serait loin. Donc le t, dans la métrique de Schwarzschild, le t qui est ici, c'est le temps écoulé pour un observateur lointain. Ce qui n'est pas très malin, hein, puisque ce n'est pas mon temps à moi. Je ne suis pas lointain, moi je suis là, je suis au contraire très près du trou noir. Et donc ce qui se passe ici, quand on regarde la courbe qui est ici, là, la raison pour laquelle on a ce comportement pathologique là, du rayon de lumière qui semble ne jamais rentrer ne jamais traverser la surface, en fait c'est parce que cette coordonnée T, elle est très mal adaptée. Cette coordonnée T ne me permet pas de décrire ce qui se passe sur l'horizon. Sur l'horizon, vous voyez ici que le A sur R est égal à 1, donc là on a 1 moins 1, ça fait 0, delta tau égale à 0. Ça veut dire quoi ça? En fait, il ne faut pas le voir comme ce truc-là qui tend vers 0. Je vais l'écrire en fait. 0 fois delta t. Il faut voir ça plutôt comme si je veux un delta tau ici fini, c'est-à-dire que moi je suis au niveau du trou noir et j'observe un événement qui dure un certain temps. Ça correspondrait pour quelqu'un qui est loin à un delta t qui tend vers l'infini. Voilà. Moi, si je suis ici et que je suis quasiment à la surface du trou noir et j'envoie des flashs lumineux espacés d'1 seconde, le gars en fait qui est loin va les voir espacés de beaucoup plus. 2 secondes, 10 secondes, 1 an, 10 millions d'années, si vous êtes vraiment extrêmement proche du trou noir. Donc c'est dans ce sens-là le problème. Donc la coordonnée t qui est ici n'est pas du tout maligne à utiliser. Il ne faut surtout pas se référer au temps qu'observera un observateur lointain pour regarder ce qui se passe chez vous, puisque ce temps augmente à fur et à mesure qu'on s'approche de la surface de Schwarzschild ici. Donc je vais essayer de vous dire ça, de vous montrer donc le problème, les pathologies qui sont associées à certains systèmes de coordonnées sur un exemple beaucoup plus simple que ça, sur un exemple vraiment géométrie spatiale, pas dans l'espace-temps. Donc je vais vous montrer une surface qui est régulière, il n'y a pas aucun problème dessus, voilà. Mais quand on essaie de la décrire avec un jeu de coordonnées qui est pas malin, on a des problèmes. Je vais faire ça tout de suite. Surface régulière, je vous propose de prendre la sphère. C'est parti, je la dessine juste. Ah ouais. Je le fais en petit, je vais faire un énorme. On a la sphère, on a l'équateur ici que je mets juste pour donner un peu de volume. On a le pôle qui est ici. Et la surface de la sphère, elle est décrite par, si j'utilise les 3 coordonnées x, y, z, la surface de la sphère est définie par ça, où grand R, c'est le rayon de la sphère. Ça définit la surface de la sphère. L'élément de longueur sur la sphère dl2, c'est donné par dx2 plus dy2 plus dz2. Ça, c'est l'élément de la sphère dans l'espace à 3 dimensions, hein, 3 points qui sont espacés avec le dx, dy, dz, et on a une distance qui est donnée par ça. Ce que je veux faire maintenant, moi, c'est pas regarder ça en 3 dimensions, mais vraiment m'intéresser à la surface elle-même. Et pour ça, je vais enlever une des coordonnées. Je vais enlever la coordonnée z, par exemple. Et c'est parti, je vais écrire, par exemple, si je différencie ça me dit que 2x dx plus 2y dy
plus 2z dz est égal à 0, et je vais remplacer le dz qui est ici, je vais l'isoler, je vais le remplacer là-dedans, et ça va me donner quelque chose qui dépend que de dx et dy. Alors je vais faire quelque chose en plus. Je vais introduire une autre coordonnée que celle-là, pour un point qui sera ici sur la sphère. Je vais appeler ρ, ici, le rayon qui sépare le point de l'axe. C'est-à-dire le ρ qui est ici, il est finalement donné. Je vais introduire ρ2 est égal à x2 plus y2. Et du coup, là, sur la sphère, pour complètement déterminer un point, il faut que je vous donne ρ ici, et puis un angle, comme ça, ici, que je vais appeler phi. Voilà. On a une direction de référence qui serait, par exemple, le plan du tableau, et phi, ça me dit de combien je m'avance ici sur ce cercle. Voilà. Et du coup, quand on fait ça, on voit le dl carré qui est ici, on peut l'écrire assez facilement, puisque dx2 plus dy2, c'est ce qui se passe dans le plan horizontal, et ça, c'est simplement dρ au carré plus ρ2 d phi2. Ça, c'est en coordonnées cylindriques, finalement, ce qui se passe dans le plan vertical, plus ici le dz carré. Et le dz carré, donc, comme je l'ai dit, je vais le remplacer par ce qui est ici. dz carré, c'est parti. Ça fait le dz, je passe ça de ce côté-là et je divise par z, c'est-à-dire ça fait 2x dx plus 2y dy sur 2z, le tout au carré. Et voilà, donc le signe, on s'en fout parce qu'il y a le carré. Non. Donc les facteurs 2 vont s'en aller. Il reste ça. Et alors, avant d'aller plus loin, juste le x dx plus y dy, il s'exprime lui aussi en fonction de ρ facilement, puisque si je différencie ça, 2ρ dρ, c'est égal à x dx plus y dy. Donc la grandeur qui est ici, là, il y a des 2 partout. La grandeur qui est ici, du coup, c'est simplement ρ dρ. Et vous voyez que le dl2 s'écrit du coup dρ2 plus ρ2 d phi plus le numérateur ici. Donc je viens de dire que c'est ρ dρ, ρ2 dρ2, divisé par z carré. Et z carré ici, je vais carrément aller le choper là-bas. Z carré ici, c'est r carré moins tout ça, et ça c'était ρ2. Donc le dénominateur ici vaut simplement r2 moins ρ2. Et cet élément de longueur qui est là, on va voir que lui, il pose problème, il a une pathologie. On voit déjà au dénominateur ici, il y a un truc bizarre. Je vais mettre les ρ2 ensemble. Donc lui, si je le mets avec lui, donc je mets tout au même dénominateur. Ici, ça c'est R2 moins ρ2 sur R2 moins ρ2. Je l'écris. Plus ρ2 sur R2 moins ρ2, le tout facteur de d ρ2. Ben, ça c'est ce terme-là plus celui-là. Et tout ça plus ρ2 d phi. 2. Et quand on ajoute ça et ça, on voit que ce terme-là se simplifie avec celui-là. Il reste au numérateur juste des ρ2, R2 des ρ2. Et donc ça me dit que l'élément de longueur sur la sphère est donné par R2 des ρ2 sur R2 moins ρ2 plus ρ2 des phi 2. Voilà. Ça, c'est l'élément de longueur sur la sphère. Et si je vous avais donné ça, une métrique, en me disant, voilà une surface sur laquelle on a la métrique suivante, là on se dit, ça va poser problème, ça, quand ρ est égal à r. Parce que ce terme-là, il tend vers l'infini, et la relation entre la longueur ici et l'écart de coordonnées donne une quantité infinie. On a un système de coordonnées qui est singulier. Ça correspond à quoi ici, ρ égale r? Ρ égale r, r c'est le rayon du cercle, ρ égale r, ça veut dire qu'on est sur l'équateur en fait ici. Et le problème avec le jeu de coordonnées ici, ρ, phi, c'est qu'il ne nous permet pas de distinguer entre un point qui serait finalement juste au-dessus de l'équateur là, ou un point qui serait juste en dessous. Le point qui est là et le point qui est là, ils ont la même valeur que ρ. D'ailleurs, entre ce point-là aussi et puis le point qui est là, d'ailleurs. Donc on a un système en fait qui est ambigu. Il y a une ambiguïté dans le système de coordonnées. Et si on veut décrire la sphère complète avec ce jeu de coordonnées, en fait, il faut le découper en deux. Il faut dire, on est au-dessus, et on prend ce système de coordonnées sur le dessus de la sphère, tout va bien. On peut faire ça aussi sur la deuxième demi-sphère, mais ça ne marche pas pour toute la sphère. Ça ne décrit pas l'ensemble de la sphère de manière unique. Quelqu'un qui serait malin, il voit ça, il peut partir de là, faire un changement de coordonnées en remplaçant ρ2 par exemple par x2 plus y2, il ferait tout le truc à l'envers, et à partir de là, il arriverait à dl2 est égal à
dx2 plus dy2, plus la partie ici en z qui dépend de x et de y, mais il aurait quelque chose qui serait régulier du coup. Ou mieux, quelqu'un qui est vraiment malin, il va dire ben, on ne va pas prendre ça, je vais prendre comme coordonnées θ et φ les coordonnées sphériques habituelles, et là du coup le dl2 est donné par r2 dθ2 plus r2 sinus carré θ des phi. Des phi 2. Voilà, ça on peut aussi trouver ça en étant malin à partir de là, et ça c'est un système de coordonnées qui est tout à fait valide et qui décrit effectivement toute la sphère. Alors, il y a un petit souci ici au pôle et ici au pôle, parce que ça correspond à une dégénérescence pour ce terme-là, mais enfin, peu importe, c'est vraiment juste en 2 points à la limite que ce système de coordonnées pose problème. Donc, vous voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle une pathologie de coordonnées, ou on est dans le cas où on a des infinis qui apparaissent dans la description ici de la longueur ou là de la métrique, mais du fait qu'on n'a pas le bon système de coordonnées. Ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir des pathologies qui sont purement géométriques, c'est-à-dire qui sont associées au fait que la surface elle-même, de toute façon, elle a une singularité elle-même. Par exemple, si je veux décrire un cône, voilà, si je veux décrire le dl carré sur le cône, si je me mets sur une petite région ici dans laquelle vous avez la pointe, vous n'y arriverez pas. Là, la pointe, c'est quelque chose qui est voilà, pointu, qui est singulier, et tout le système de coordonnées ici qui essaye de décrire cette pointe va en fait se casser la figure. Il n'y aura pas de système de coordonnées régulier qui va permettre de décrire ça. Ça, donc, c'est la surface elle-même qui est pathologique. Là, dans la situation qui est là, au niveau de l'équateur en particulier, la surface, elle est très bien, c'est juste le système de coordonnées qui est pathologique. Et alors, la question qui se pose, c'est là, dans quelle situation on est? Est-ce que c'est une pathologie de coordonnées ou de la surface? On va montrer que le problème ici vient des coordonnées. Et on a plusieurs indices qui nous permettent de le dire. Alors, à un moment, j'avais un plan. Non, je suis toujours dedans. Super. 4 d'horizon. Hop. Donc, l'horizon, c'est R égale A, où A, c'est le rayon de Schwarzschild. Et on va faire la liste de problèmes potentiels associés au fait que R peut être égal à A. Donc, par exemple, dans l'équation qui est ici. Donc, quels sont les problèmes associés à ça? En gros, est-ce qu'il y a un problème déjà? De quelle nature ils sont quand R est égal à A? Donc, premier problème, on voit ici que le terme en GRR dans la métrique de Schwarzschild tend vers quoi? L'infini. Ok. GTT tend vers 0. Ok. Autre problème, cette fois-ci, alors c'est quand R, je peux mettre quand R est de l'ordre de A, c'est-à-dire que ça peut être aussi quand on traverse, quand on passe de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé la dernière fois. On voit que ici, quand R devient plus petit que A, la parenthèse qui est ici change de signe, la parenthèse et le dénominateur ici aussi. Et donc, on se retrouve avec, quand on est à l'intérieur du trou noir, avec ça qui a un signe négatif, ça qui a un signe positif, et donc ce qui joue le rôle de coordonnée temporelle ici, c'est celui-là. Donc on a un échange entre R et T. Alors, est-ce que c'est des vrais problèmes, tout ça? Parce que finalement, GRR tend vers l'infini, ok, mais ce qu'on nous intéresse, nous, c'est de savoir est-ce que les distances physiques vont être finies ou pas. Si on a deux événements qui sont espacés de dr, donc ils sont séparés de façon radiale simplement, ils ont la même valeur de θ, la même valeur de phi, et on va considérer la distance entre deux événements pour la même variable t. Donc t, θ et phi sont les mêmes pour ces deux événements, ils sont juste pas à la même distance du trou noir. Le dl carré ici, l'élément de longueur entre les deux, la longueur physique entre les deux éléments, est donné par dr carré sur 1 moins A sur R, hein, c'est la définition de la métrique. La métrique relie l'écart de coordonnées à la distance physique. Et donc du coup, la longueur
entre les éléments, c'est donné par l'intégrale de dr carré sur 1 moins a sur r entre R1 et R2. Et il faut voir si on est capable de calculer, pardon, faire attention, le dl c'est la racine carrée de ça, donc on a une racine carrée ici. Donc, voilà. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est capable de calculer l'intégrale qui est ici, et est-ce que ça a une valeur finie ou pas? Donc ça par contre je ne vais pas vous embêter à le faire, ça c'est dans les notes aussi, et ça se fait bien. On fait le changement de variable u est égal à racine de 1 moins a sur r. Voilà. Quand on fait ça, ça se transforme en une intégrale un peu plus simple, qu'on peut ensuite calculer avec aussi en transformant en éléments simples, etc. Ça se fait ou en regardant dans une table d'intégrale. Et donc ça c'est, quand on fait le calcul de ça, on s'aperçoit que c'est fini. Même quand A est égal à R. Donc du coup, ça veut dire que le problème qui est ici n'en est pas un. Ça, c'est pas un vrai problème. Certes, GRR tend vers l'infini, donc ici le dénominateur tend vers 0, donc 1 sur ça tend vers l'infini. Mais quand on l'intègre, ça se passe bien quand même. Vous avez l'habitude de ça, des quantités qui sont infinies, mais elles sont infinies juste en un point, et l'intégrale en traversant cette valeur infinie peut très bien se comporter de façon non singulière. Là, voilà, c'est le cas ici. Donc, on a ici l'intégrale d'une quantité infinie qui donne à la fin finalement une quantité finie. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Quant à ça, le fait que GTT tend vers 0, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le choix des coordonnées. On adopte ici comme coordonnée temporelle une grandeur qui est liée à une horloge qui se trouve loin de nous, et ça n'a pas tellement d'intérêt physique, ça, en fait. Donc, ça, c'est juste le fait qu'on a choisi une manière de repérer les temps qui ne convient pas du tout au problème qu'on est en train de considérer. Et on va voir effectivement tout à l'heure qu'en faisant un changement de coordonnées astucieux, ce problème-là disparaît. Et quant à l'échange entre R et T, ça c'est pas un énorme problème non plus. C'est pas parce qu'une grandeur on l'appelle R que c'est forcément un rayon, une grandeur qu'on appelle T que c'est forcément un temps. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si la métrique ds2, je l'avais écrit comme d alpha 2, j'avais écrit les coordonnées comme ça. Voilà, alpha, bêta, gamma et pourquoi epsilon, delta. Voilà, si je l'avais écrit une métrique comme ça avec des nombres éventuellement devant là, on ne sait pas si là-dedans il y a des trucs, c'est des rayons, des angles et tout ça, mais par contre il y a un truc qu'on sait, c'est que c'est ça qui va nous parler du temps, et ça qui va nous parler de l'espace. Si on veut prendre la même métrique que celle que j'ai prise d'ailleurs tout le long, ça va être plutôt être quelque chose comme ça. Voilà. Si on a une métrique de ce type-là, voilà, ça va être quelque chose de temporel, et ça va être quelque chose de spatial. Donc ce qui nous dit ce qui est le temps dans l'équation, c'est vraiment le signe qui se trouve devant les grandeurs dans la métrique. Donc l'échange entre R et T, ça veut simplement dire que, voilà, à l'intérieur du trou noir, ce qu'on appelait R, il va falloir l'appeler T, et ce qu'on appelait T, il va falloir l'appeler R. C'est pas du tout un problème, c'est juste des notations qui sont un peu trompeuses. Alors, on va maintenant traverser ce trou noir. Je vais essayer de ne pas oublier de choses non plus. Ah oui, pardon. Un autre truc qu'on peut vérifier aussi pour répondre à la question est-ce que la singularité qu'on a là, elle est due à la surface ou au système de coordonnées, c'est de calculer le tenseur de courbure. Vous vous rappelez qu'on était parti de là, maintenant, donc on a quelque part sous la main le tenseur de courbure dans la métrique de Schwarzschild. En fait, on était même parti de là pour ensuite trouver la métrique. Mais donc, on a quelque part ici, ça faisait intervenir les fonctions A et B, là, c'était un peu compliqué, mais bon, on l'avait. Et on s'aperçoit que ce tenseur de courbure est complètement régulier en R égale A. On a des choses qui sont en 1 sur R, voilà, proportionnel à R, mais on n'a pas de 1 sur R, 1 moins R sur A, ou on n'a pas de grandeur de ce type-là dans le tenseur métrique, dans le tenseur de courbure. Donc le tenseur de courbure, lui, est complètement régulier au niveau du rayon de Schwarzschild. Donc ça, c'est quand même un indice très fort pour dire que la surface, elle est clean, quoi. Il n'y a pas de problème. Simplement, c'est le système de coordonnées pour le décrire qui n'a pas. Alors le calcul qui suit, il est un petit peu plus long. Donc je vous propose, on s'arrête là encore, on fait une petite pause. Et puis je termine ça. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais vous faire le changement de coordonnées promis qui permet de vraiment comprendre ce qui se passe quand la particule traverse le trou noir, s'affranchir de cette pathologie de coordonnées. Okay.